Cette vidéo est sponsorisée par vous. L'épisode que vous allez voir a été possible grâce au nom affiché à l'écran. Si vous souhaitez les rejoindre et participer à ce projet, une page de financement participatif se trouve en description de cette vidéo. Le bisou. Camarades, bonjour. Chose promise, chose due, aujourd'hui on va enfin en terminer pour de bon avec notre triptyque sur Justinien. La dernière fois, on s'était arrêté avec l'empereur qui venait de rappeler son Magister Militum d'Orient, Bélisaire, afin de faire sa reconquête contre les Perses, qui venaient de déclarer la guerre. Bélisaire venait en théorie de se faire proclamer roi d'Italie, avant de la mettre bien profond no go. En plus de ça, vous en doutez, la guerre contre les Perses risque de durer un poil. Alors quand tu rajoutes à ça qu'en Italie les Ostrogoths vont décider d'entrer en révolte, qu'une épidémie de peste va se déclencher, qu'il va y avoir des séismes, que l'Espagne visigothique va elle aussi décider de sortir les doigts du cul, et ben forcément, on va être sur une fin de règne qui va être mouvementée, pour Justinien. Et ça, jusqu'aux toutes dernières heures de son règne. Alors, si on reprend là où on s'était arrêté, sur le front oriental, l'Empire perse venait de déclarer la guerre à l'Empire romain. L'empereur, Khosro Ier, qui avait signé la paix éternelle avec Justinien, a décidé de remonter l'Euphrate en mars 540 et de menacer l'Orient romain. Il rançonne ainsi plusieurs cités, à tel point que Antioche elle-même va se retrouver très vite menacée. Et c'est à ce moment que Justinien décide d'entrer en jeu et de rappeler son Magister Militum d'Orient, alors que ce dernier est en train d'assiéger Ravenne. Puisque pour les Romains, Antioche, c'est pas n'importe quoi. C'est un symbole, c'est un siège patriarcal, et c'est aussi la cité la plus importante de l'Orient romain. Justinien y fait alors envoyer en toute urgence son cousin, Gadmanus, accompagné de ses 300 bucellaires, ainsi que le Dux de Palmyre, et d'environ 6000 hommes. Si sur le papier, ça peut paraître assez léger au vu de l'expédition qu'a conduit Bélisaire en Italie ou en Afrique, dans le contexte, c'est énorme pour l'Orient romain, puisque la plupart des cités d'Orient ont payé un tribut aux Perses pour se sauver les miches en échange de non-intervention, sans quoi on les menaçait de se faire cramer la tête, littéralement. Mais ceci dit, les troupes envoyées par Justinien ne vont pas suffire, puisque Antioche, à cette époque, est en piteux état. Ses murailles ont été détruites après un séisme en 526, et Khosro Ier le sait. La faible garnison byzantine ne peut alors pas faire grand-chose avant que Bélisaire arrive, et Bélisaire va mettre trop de temps. Les Perses entrent alors dans la cité romaine, par le mont Storin ou Silipion, et font pas loin de 30 000 captifs, d'après Procope. Antioche est tombée, elle est pillée et incendiée. Le revers pour les Romains est sans précédent. Bélisaire arrive alors assez démuni dans ce contexte. Il a laissé le gros de ses troupes en Italie pour finir le siège de Ravenne et accompagné simplement de ses bucellaires. En plus de ça, sur place, il trouve que très peu de soldats à lever. La plupart des cités se sont soumises à l'Empire perse, et les quelques soldats qu'il trouve, n'ont pas vraiment le moral. Du coup, Bélisaire le sait, la conquête va être compliquée. Surtout que rajoute à ça, pour le général romain, l'ennemi perse est un peu sa némésis, il n'y arrive jamais. En véritable romain, il arrive à poutrer à peu près tout ce qui est berbare germain en Occident, mais quand tu le mets face à un perse, il n'y arrive pas. Rajoute à ça, qu'en 541, l'épidémie de peste justinienne éclate et que l'empereur lui-même y est atteint, ça va commencer à compliquer les choses. Puisque Justinien n'a pas d'enfant, c'est sa femme, Théodora, qui va assurer la régence. Et comme ça la foutrait mal qu'une femme dirige l'empire byzantin, c'est vrai que c'est jamais arrivé, elle est contrainte à nommer certains successeurs à Justinien si ce dernier doit casser sa pipe. Toujours est-il que Bélisaire, qui est un homme de Justinien et qui ne voudra pas soutenir un des pantins de Théodora, refuse de soutenir les candidats proposés par Théodora. Dites, vous auriez pas essayé de me la faire à la pute par hasard? Bélisaire a alors beau s'expliquer, rien n'y fait et il tombe en disgrâce. Il est destitué de son commandement en 542, et pour le général romain, la campagne de Perse est déjà terminée. Quand je vous disais que pour lui, le front oriental, ça ne lui réussit jamais. Toujours est-il que le front d'Orient, lui, va continuer, et ça pendant à peu près encore 20 ans, puisque le conflit va se terminer vers 561, avec la signature d'un statu quo, 4 ans avant la mort de Justinien. Le conflit est alors une succession de paix et de ruptures de paix entre les deux empires, et ça pendant à peu près 20 ans, je vous disais, et donc du coup, pour éviter de trop vous perdre, on va arrêter là, le front oriental, puisque dans le même temps, en Occident, il y a pas mal de choses qui se passent, il y a pas mal d'actions en mouvement, et je pense que c'est là que ça va un peu plus vous intéresser. Notamment en Italie, où les Ostrogoths, qui l'ont mauvaise après le coup de Bélisaire, ont élu un nouveau roi,
un certain Totila. Les Goths entreprennent alors une série d'attaques dès le printemps 542 avec leur nouveau monarque. Ravenne se retrouve menacée, et devant le manque de leadership, les troupes romaines font un peu chacune leur tambouille de leur côté, se repliant derrière leurs murailles et espérant que c'est le voisin qui va se faire taper. À l'été, Totila prend alors la route du sud, c'est les vacances, et sur le trajet, il reprend plusieurs cités comme Cumes et Bénévent. Bénévent notamment, dont il détruira toutes les fortifications, afin de mettre le siège devant Naples, qu'il va capturer au printemps 543. Dans le même temps, il a fait descendre une partie de son armée en Pouille et met le siège devant Otrante. Et là, pour les Romains, ça change tout. Puisque si jamais ils perdent plusieurs cités en Italie, Justinien va pouvoir tenter de les reconquérir. Il a encore pas mal de troupes, plusieurs généraux sur place, un bon coup de pied au cul et ça ira. Mais par contre, Otrante, s'il la perd, ça va être compliqué. C'est la porte d'entrée des troupes romaines sur la péninsule italienne à cette époque. Et Otrante doit tenir. Justinien se résigne alors à envoyer Bélisaire, puisque même si la confiance est rompue, le général romain est encore auréolé de prestige et de gloire en Italie, et c'est une querelle personnelle entre les deux hommes. Mais cependant, pour Bélisaire, ça va être le mode difficile. Cette fois, il va y aller, mais à ses propres frais. L'Empire ne lèvera aucune thune pour que Bélisaire puisse lever et entretenir des troupes, et même pire encore pour lui, on lui interdit le fait de venir avec ses bucellaires qui sont obligés de rester en Orient pour lutter contre les Perses. Du coup, Bélisaire galère un peu, il va retourner chez lui, dans sa Thrace natale, afin de récupérer environ 4000 soldats levés sur ses propres deniers, en profitant de son prestige pour avoir quelques réductions. Ceci dit, les troupes de Bélisaire sont donc très légères. Lui qui commandait plusieurs dizaines de milliers d'hommes, se retrouve avec 4000 soldats, pas spécialement entraînés, pas spécialement bien équipés, et surtout sans sa force fétiche, ses bucellaires. Ainsi, à la fin 544, Bélisaire est enfin de retour sur le territoire italien. Mais sachant qu'il est en sous-effectif et peu soutenu, le général enchaîne alors les opérations au coup de poing. Il évite toutes les batailles ouvertes avec Totila, puisqu'il le sait, ce sera une défaite. Au début 545, il arrive enfin à lever le siège d'Otrante, avant de partir pour Dyrrhachium, officiellement pour aller chercher des renforts, mais officieusement surtout pour éviter de tenir la cité, car si Totila vient, il le sait, il n'aura aucun renfort de la part de Justinien, et va perdre le peu d'hommes qu'il a. Dans le même temps, Justinien lui cherche une solution pour remplacer Bélisaire en qui il n'a toujours aucune confiance, et ça va se désigner tout seul puisque le rival de Bélisaire, Narsès, est le Magister Militum d'Illyrie, et lui semble bien soutenir comme il faut, Justinien. Du coup, Justinien donne pas mal d'argent à Narsès qui arrive à lever une armée, principalement composée d'Hérules et de Lombards, aux frais de Constantinople. Totila, qui comprend alors l'intérêt d'une querelle entre les généraux, décide de passer à la vitesse supérieure. À la fin 545, il marche sur Rome, ce qui, on va le voir, va être l'enjeu principal de ce conflit, puisque la cité va changer pas moins de 4 fois de main entre 545 et 552. Va falloir suivre. Les troupes romaines de Bélisaire et de Narsès, qui sont le gros des forces armées pour la campagne d'Italie, se retrouvent alors en Illyrie, et sont un peu loin pour intervenir à Rome. Narsès est là pour temporiser au maximum, agir sur le front oriental, et surtout, officieusement, pour surveiller Bélisaire. Et Bélisaire, quant à lui, n'a pas les forces armées suffisantes pour aller libérer Rome face à Totila. Ceci dit, c'est bien lui qui va recevoir l'ordre de marche de Justinien, celui de prendre le bateau, de débarquer à Porto, et d'aller ravitailler Rome en vivres, en armes et en hommes contre Totila. Ceci dit, en décembre 546, Bélisaire s'est mis en marche, et forcément son débarquement est un échec. Rome finit alors par tomber aux mains de Totila, la population romaine ouvrant les portes au roi ostrogoth. Sans qu'on sache véritablement s'il s'agit des citoyens, ou même des soldats romains, qui en ont marre de crever pour rien, et qui auraient décidé d'ouvrir les portes au profit de Totila. Totila va alors interdire le massacre de la population romaine, ce qui au premier abord, comme ça peut nous paraître cool, mais qui, on va le voir, n'est pas sans arrière-pensée. Il va quand même cependant autoriser les pillages, faut pas déconner, et va en profiter pour faire réunir le Sénat afin de se faire proclamer en plus de roi des Ostrogoths, roi des Romains d'Italie, comme ses prédécesseurs. Il en profite aussi pour aller chercher par la peau du fion le pape, Pélage II, afin que ce dernier écrive à Justinien, afin de demander des choses plutôt simples. La restauration du royaume ostrogoth d'avant 535, sans quoi l'Illyrie byzantine est menacée d'invasion, l'Empire romain, lui, est menacé de guerre totale, Rome est menacée d'être cramée, les sénateurs romains d'être exécutés, et la population romaine qu'il a épargnée aura le même sort. Sans déconner, Totila, il fait pas les choses à moitié. Je suis un marteau, moi. Hein.
Je crame tout, moi. Ma ferme, la sienne, celle des autres, le château, j'ai flambé la moitié de la Bretagne. Justinien, qui considère que Totila n'est pas un monarque avec qui il peut négocier, mais plutôt une sorte de chef rebelle, lui répond simplement que c'est avec Bélisaire qu'il faut négocier s'il veut des conditions de paix. Lui, ça le regarde pas. Donc en gros, il dit pas non à ses offres, mais il envoie quand même bien bouler. Totila, qui lui a quand même 2 grains de bon sens, comprend qu'on lui met à l'envers et cherche même pas à contacter Bélisaire. Il y aura aucune négociation avec les Romains, et va donc décider de quitter Rome qu'il juge comme indéfendable. Il va vider la ville de ses habitants, qu'il va répartir en compagnie, faire démonter les portes et les fortifications, et partir avec dans ses bagages le Sénat romain, histoire d'avoir 2 précieux otages. Bélisaire en profite ainsi pour recapturer la ville romaine en avril 547. Il n'y a plus aucun enjeu stratégique ou militaire, mais toujours est-il que le symbole est fort pour les Romains. Ça reste le branding après tout. Il installe alors comme il peut quelques fortifications pour défendre Rome, et surtout, il espère que Totila ne va pas venir le faire chier trop vite, histoire de se mettre en place. Et Totila, pendant ce temps, lui, justement, il est en Campanie. Il tente d'assiéger Capoue, mais manque de peau pour lui, il y arrive pas. Le front va ainsi se stabiliser jusqu'au printemps 548, où il n'y a pas grand chose à raconter finalement. En effet, à partir du printemps, les succès vont renouer avec Totila, et Bélisaire le sait, sans renfort, il ne va pas pouvoir tenir bien longtemps, ni même tenir la cité impériale. Sauf que dans le même temps, il le sait, Justinien, il est plus en bon terme avec, et si jamais il a la bonne idée de lui écrire pour lui demander des renforts, non seulement il les aura pas, il va se faire insulter, et il y a de grandes chances que son rival Narcès, lui, les obtienne, ces renforts, histoire de narguer le général romain. Par contre, Bélisaire, qui a quand même lui aussi à peu près un cerveau pour réfléchir, se dit qu'il peut jouer sur l'affectif. Sa femme, Antonina, est une proche amie de l'impératrice Théodora, et si lui et Théodora ne sont pas vraiment en bon terme, peut-être que sa femme, elle, pourrait la faire flancher. Et si on fait flancher Théodora, Bélisaire le sait, Justinien acceptera les renforts. Antonina débarque alors à Constantinople, mais mauvaise nouvelle, en 548, l'impératrice est passée ad patresse, et Justinien, qui est dévasté, est alors introuvable. Bon, moi je la suis, parce que je suis très amoureux. Salut belle maman. Non, Justinien ne s'est pas foutu en l'air. On vit quand même dans un monde chrétien médiéval à cette époque, le suicide c'est pas super bien vu. Mais toujours est-il que Justinien n'a plus la tête à sa campagne, il voit des trahisons et des complots partout, et si bien qu'il va même faire rappeler Bélisaire en 549 à Constantinople, histoire de le surveiller, mais non sans penser à nommer un nouveau chef pour la campagne d'Italie. La campagne se déroule sans magister militum, c'est vous dire l'état d'esprit du bonhomme, dans sa campagne. Totila en profite alors, voyant qu'il n'y a plus de chef, il fait des campagnes tout azimut et capture plein de cités. Ainsi, en 550, il arrive même à reprendre Rome, encore une fois grâce aux Romains. Les garnisons, restées sans place, n'ont plus de chef, elles n'ont donc plus de soldes, et plutôt que de mourir pour rien, à l'approche du roi ostrogoth, décident d'ouvrir les portes, et même pour certains de s'engager dans l'armée ostrogoth. Totila pense alors enfin avoir le vent en poupe, et tenir la cité pour de bon. Cette fois, il fait revenir la population, réinstalle les sénateurs de Rome, et aurait même fait tenir des jeux dans le cirque Maxime, pour ce qui seront les dernières courses de chars du cirque, 800 ans après sa fondation attestée, et 1000 ans si on en croit sa mythologie. Totila fait alors dans le même temps une nouvelle offre de paix à l'empereur. En échange de la Sicile et de la Dalmatie, il veut la restauration du royaume ostrogoth. Cette fois, il est prêt à faire des concessions. Mais Justinien ne va même pas prendre le temps de recevoir les ambassadeurs. Justinien, je vous l'ai dit, il a plus la tête à rien, et Totila comprend que l'empereur, n'est plus que symbolique. Il en profite alors pour lancer des campagnes de tous les côtés, ravager la Sicile, construire une flotte, bref, faire tout ce qui était interdit pour les rois ostrogoths, sans craindre aucune répercussion. Car encore une fois en Italie, il n'y a aucun chef de guerre qui peut se mettre en face de Totila. Justinien tente alors de réagir tant bien que mal sous la pression de ses généraux, où il va nommer un faible contingent d'environ 2000 hommes conduits par un ancien préfet du prétoire, Liberius, âgé de 80 ans, pour combattre Totila. C'est vous dire l'état d'esprit de l'empereur à cette époque. Mais bon, sous la pression, le vieux Liberius va se faire remplacer par le cousin de Justinien, un certain Germanus, qui va mourir en 550 de maladie. Quand ça veut pas, ça veut pas. Avec la mort de Germanus, les officiers romains décident alors de prendre les choses en main sans avoir l'aval de Justinien. Et c'est Narcès qui va prendre le commandement tout naturellement pour la campagne d'Italie.
Narcès, à partir du printemps 552, se met alors en marche depuis Salonne avec une troupe allant de 25 à 35 000 hommes. De plus, il va récupérer des fonds de la part de l'Empire et lever plusieurs mercenaires lombards, hérules, huns, bulgares, bref, une véritable armée qui va rouler sur tout le monde et écraser les forces de Totila, si jamais ce dernier est assez fou pour se présenter face à lui. Au printemps, l'Orient ostrogoth est alors repris par les Romains. Le 6 juin 552, c'est au tour de Ravenne d'être de nouveau romaine, et à la fin du mois de juin, les forces de Narcès marchent enfin sur Rome, là où l'attendent Totila et ses 18 000 hommes. Narcès envoie alors un mot à Totila pour lui demander sa reddition, mais évidemment le roi des Ostrogoths refuse, et le combat éclate alors. Ce combat, malheureusement pour nous, j'ai pas beaucoup trouvé d'informations dessus, mis à part que Procope nous dit que c'est une véritable débâcle pour les forces ostrogoths. Narcès roule avec ses rouleaux compresseurs de tribus barbares contre les Ostrogoths, si bien que Totila lui-même est mortellement blessé. À l'hiver, Narcès entre triomphalement dans Rome, fait envoyer à Justinien les clés de la ville, la toge de Totila maculée de sang, et surtout la couronne du roi ostrogoth. Le message est clair pour Narcès, c'est lui et lui seul qui a conquis l'Italie et le royaume ostrogoth. Bellicère l'a dans l'os, l'histoire se rappellera de Narcès. Petite mise en garde à cette histoire. Oui, petite mise en garde, car vous le savez aujourd'hui, on juge avec le temps, c'est bien le nom de Bellicère, qui nous vient tout de suite en mémoire quand on parle des reconquêtes impériales après celui de Justinien, pas véritablement Narcès. Et surtout que Narcès, on le verra peut-être un jour, mais il va mal finir, le pauvre. Bref, toujours est-il que dans le même temps, pour le pauvre Narcès, c'est que Justinien a des mauvaises nouvelles qui vont faire que la Prusse de Rome, finalement, il s'en fout un peu. L'autre puissance de l'Occident médiéval va entrer en guerre contre l'Empire romain. Alors non, ce ne sont pas les royaumes francs, ces derniers ne sont pas si cons que ça, mais c'est bien l'Espagne visigothique. En effet, les Visigoths, à cette époque, se divisent en deux partis, un parti arien et nicéen. C'est habituel, et les deux se font la guerre. Les Nicéens sont proches du pouvoir romain, et les Ariens, du pouvoir germanique. Faut dire que la monarchie visigothe arienne était placée sous la régence de Théodoric pour de nombreuses années, et du coup, Visigoths et Ostrogoths étaient quand même très proches, si bien qu'un royaume goth uni avait vu le jour sous le mandat de Théodoric. Toujours est-il que lorsque les hispano-romains nicéens demandent de l'aide à Justinien contre les Ariens visigoths, Justinien a enfin son casus belli contre l'Espagne visigothique et un nouvel objectif de reconquête impériale. Ceci dit, en déplaise aux fans de l'histoire visigothique, qui me taguent pour avoir des vidéos sur leur royaume constamment, il n'y a pas grand chose à en dire. Cette campagne est plutôt symbolique qu'autre chose. Déjà, Justinien, en vrai, il en a pas grand chose à faire de l'Hispanie. C'est un objectif secondaire, un peu comme la Gaule ou la Bretagne, ça a une portée symbolique, mais c'est tout. L'Italie n'a pas autant une importance économique et stratégique comme l'Afrique, ou symbolique comme l'Italie et ses 3 capitales impériales. Du coup, Justinien n'est que peu motivé par cette campagne. D'ailleurs, pour preuve, au lieu d'envoyer une armée imposante de 25 à 35 000 hommes comme il est de coutume, avec un général prestigieux, forte tête à la Narcès ou à la Bellicère, il envoie simplement 2000 hommes et son vieux Liberius à la tête de la campagne d'Hispanie. Le message pour les Visigoths, c'est un peu un prétexte en fait. Moi, ce qui compte, c'est que vous alliez vous requinquer. Bon, si par la même occasion on peut en profiter pour passer notre bon souvenir au peuple visigoth, ça coûte pas plus cher. Voilà, vous y allez, vous faites un petit coucou en passant, mais surtout, vous vous reposez. Mais alors, sire, en réalité, vous m'offrez des vacances? Exactement. Alors c'est vrai que sur le papier, ça fait pas sérieux. Envoyer 2000 gonzes et un vieux de 80 piges dans le sud de l'Andalousie, ça fait assez vacances et campagne de remerciements pour le vieux pour tout service rendu à l'Empire romain. Mais dans les faits, pour prendre un peu la défense de Justinien, cette idée est pas si conne que ça, puisque Liberius, on en a pas beaucoup parlé, mais c'est pas n'importe qui. C'est le dernier préfet du prétoire des Gaules en chef. Et ce préfet du prétoire est même ostrogoth. En fait, Liberius est un citoyen romain nommé par Théodoric en tant que préfet du prétoire pour le royaume ostrogoth, quand ce dernier contrôlait la Provence. C'est vous dire un peu ces liens qui existent entre royaume barbare et continuité romaine. Généralement, on nous montre une rupture brute entre Antiquité et Moyen-Âge, entre Empire romain d'Occident et royaume germanique. Mais toujours est-il que les Francs, les Ostrogoths, les Visigoths, bref, tous ces royaumes, mettent en place une certaine continuité du pouvoir romain sur ces territoires, et Liberius en est la preuve. Toujours est-il que l'Hispanie, comme les Gaules et la Bretagne, dépendent alors de la préfecture du prétoire, et Justinien a justement dans ses bagages, certes un vieux de 80 piges, mais qui est
préfet du prétoire. Ça semble donc tout logique pour lui de l'envoyer au front, malgré ses 80 piges. Et c'est à peu près tout ce qu'on aura à dire sur cette campagne, car finalement, ça va se passer très vite. 2 ans plus tard, en 554, le roi wisigoth est remplacé alors par le chef des rebelles, qui n'est autre que membre de cette famille royale wisigoth. Bref, afin de remercier l'empereur de son intervention, le nouveau roi wisigoth laisse alors à l'Empire la région du sud-est de la péninsule, correspondant à l'ancienne province de Bétique romaine, avec des villes comme Carthagène, Malaga ou Cordoue, permettant à Justinien de recréer officiellement la préfecture du prétoire des Gaules, qu'il va confier tout naturellement à Liberius pendant une dizaine d'années, puisque ce dernier, faut pas déconner, va finir par casser sa pipe. Vous l'aurez compris, le royaume wisigoth a donc été défait en 2 ans par une poignée de rebelles, commandés par un vieux de 80 ans. Des vrais champions. En Italie, pendant ce temps, pour les Ostrogoths, c'est guère plus prestigieux. Les quelques rares survivants à la bataille contre Narsès se regroupent autour d'un général, un certain Teias. Ils vont se réfugier à l'intérieur de Cumes, où se trouve le trésor royal ostrogoth. Les rebelles se font alors assiéger par Narsès et n'ont aucun renfort possible, ni même de vivres, pour tenir longtemps. On tente alors une sortie au mois d'octobre 552, et toute la troupe ostrogoth va se faire exécuter par Narsès. Teias lui-même se fait capturer, exécuté, et sa tête est plantée sur une pique, plantée devant la ville de Cumes, histoire de mettre un bon coup de pression aux derniers assiégés. Narsès laisse alors quelques troupes pour surveiller la ville de Cumes, qu'elle se rende d'elle-même, pendant que lui est rappelé au nord, car là-bas, c'est le Dawa. En effet, au printemps 553, les Francs décident encore une fois de faire des leurs. Ils ont constitué une armée composée de Francs, d'Alamans et de Burgondes, et puis toute la région du nord italien. Les Francs jouent alors sur les 2 tableaux, précisent aux Byzantins qu'ils les aident contre les Goths en assiégeant des villes ostrogoths, et aux Goths qu'ils les aident contre les Romains en assiégeant des villes romaines. Car c'est vrai que dans les faits, ils assiègent à peu près tout ce qui se passe devant eux. Ils pillent sobrement la Vénétie. Ainsi, au printemps 554, les troupes romaines vont enfin tomber sur cette armée de Francs. Une des seules batailles qui existent entre forces mérovingiennes et Empire romain d'Orient, et c'est une véritable déculottée pour les Francs. Les troupes de Narsès, principalement composées de cavalerie et Rules, Huns et Bolgares, décident alors d'encercler les troupes d'infanterie franques, et c'est un massacre. Les Francs rentrent chez eux, et se tiendront à carreau pour tout le reste de la campagne. Dans le même temps, Narsès apprend la reddition de Cumes, suivie en 555 de Composa, et finalement en 561 de Vérone et Brescia, les 2 dernières cités encore aux mains des Ostrogoths, mettant ainsi de fin, pour de bon cette fois, au royaume barbare. L'Italie est redevenue une terre impériale. Ceci dit, c'est pas pour autant que cette Pax Romana va revenir tout de suite. En Occident, certes c'est assez calme, l'Italie est redevenue province impériale, l'Afrique a quelques révoltes mais en général est plutôt bien tenue, l'Hispanie est une province alliée et les Gaules se font étonnamment discrètes depuis la bataille de Caniculum. En Orient, certes la guerre contre l'Empire perse a toujours cours mais on est à moins de 3 ans du statu quo entérinant les accords de paix entre Romains et Sassanides, et à cette époque le front est plutôt statique et même plutôt calme. Du coup, les troubles, encore une fois, vont venir de l'intérieur même de l'Empire. Comme les débuts de règne de Justinien sont marqués par une révolte et une guerre interne à l'Empire romain, cette fois encore, la guerre va se passer à l'intérieur des frontières. Et on la doit cette fois non pas à la population romaine, mais aux Huns. Ça faisait longtemps. En mars 559, le roi des Huns Coutrigours, Zabergan, a réussi une coalition improbable entre Bolgares, Slaves, Sclavènes et Huns, et a marché contre l'Empire romain. Il traverse le Danube pendant l'hiver alors qu'il dégelait, et franchit les fortifications du Limès, pour s'installer au cœur même de l'Empire romain et menacer Constantinople. Votre Majesté, les Huns ont traversé la frontière du Nord. C'est impossible. Non, personne ne peut franchir la Grande Muraille. La coalition de Zabergan établit alors son camp aux abords d'Andrinople. Il divise son armée en 3 corps afin de se dispatcher et piller au maximum l'Empire et diviser les forces, qui sont très peu nombreuses à l'intérieur des frontières. Des 3 corps, les 2 premiers nous sont alors assez méconnus. Le premier, qui marchait en direction de la Grèce, fut arrêté aux Thermopyles par le logothète Alexandre, et ses 2000 soldats levés personnellement. Le fonctionnaire impérial avait en effet prévu que les Limitanei présents sur place, c'est-à-dire les soldats de la garnison en charge de la protection, ne seraient pas assez qualifiés pour défendre contre les troupes Huns. Il décide alors de prendre les choses en main et de marcher aux portes chaudes afin de bloquer l'avancée barbare et protéger l'Attique et le Péloponnèse. Le second groupe, quant à lui, d'après Procope, se serait rendu en Chersonése de Thrace, autrement dit dans la péninsule de Gallipoli.
Là aussi, l'expédition d'environ 600 guerriers aurait été stoppée par un certain Germanus près de l'actuel village de Bolaïr. Le troisième groupe, quant à lui, nous est plus connu. Il est dirigé par le roi I lui-même, Zabergan, et comptait 7000 cavaliers et avait pour objectif rien de moins que Constantinople. Et cette armée de Zabergan, contrairement à celle de ses homologues, va alors avancer sans trop de soucis dans l'Empire. Faut dire qu'entre lui et Constantinople vont se tenir deux rideaux de défense principaux qu'il fait voler en éclats. Le premier, c'est la muraille d'Anastase, construite à 70 km à l'ouest de Constantinople afin de protéger la cité impériale d'éventuelles invasions, mais qui est détruite depuis un séisme en 557. Le second rideau, et la seule armée présente entre Constantinople et l'armée 1, est une armée commandée par le neveu de Justinien, un certain Sergios, un ancien magister militum d'Afrique, qui pour le coup avait été jugé incompétent. C'est vous dire l'état des défenses. L'armée est alors défaite par Zabergan à son tour, et Sergios est lui-même capturé par le roi I. À l'été 559, les troupes de Zabergan sont alors en vue de Constantinople. Plus rien ne semble pouvoir les arrêter, à part l'imposante muraille théodosienne et la faible garnison qui reste dans Constantinople. Plus aucune armée est présente, plus aucun chef de guerre, l'Empire romain semble démuni, et Zabergan établit son camp alors à 30 km de là, histoire de mettre la pression sur la population romaine, qui commence à paniquer. Il semblerait que notre unique chance de survie repose sur vous, monsieur Satch. Sur vous et votre manuscrit. On va tous crever. Et cette panique est alors plusieurs fois décrite dans de nombreux témoignages d'époque, que ce soit parmi les tranches les plus basses de la population ou les plus hautes. Ainsi, par exemple, on sait que les rues étaient bondées de monde où les citoyens tentaient de fuir la ville, bagages à la main et le peu de richesse qu'ils avaient, en passant de l'autre côté du Bosphore. Des délires eschatologiques voient le jour évidemment sur la fin du monde, des rumeurs comme quoi les Huns ont déjà franchi les murs théodosiens voient le jour, ce qui encourage encore un peu plus la panique, les plus riches propriétaires et bourgeois tentent quant à eux de fuir via le Bosphore en épargnant leurs richesses, et Justinien lui-même panique un peu puisqu'il fait revenir au palais impérial la plupart des trésors, des églises et des cathédrales présents dans la ville, et quant aux plus précieux, va même les faire quitter Constantinople direction le Bosphore, afin d'être complètement safe, car il veut éviter les pillages mis par les Huns, mais surtout il le sait, par les citoyens romains qui, pris de panique, pourraient être en poids de récupérer quelques vases dorés, c'est toujours ça de prix. Dans le même temps, Justinien tente quand même d'organiser du mieux possible la défense de la cité, car il a très peu de troupes, mais se trouve avec lui la garnison de Constantinople et ses Scolae Palatinae. Et du coup, même s'il sait que ça risque d'être inefficace, il va les envoyer lutter contre les Huns, car après tout, c'est peut-être la seule chose qu'il a à faire. Cette Scolae Palatinae, qui est censée être la troupe d'élite de l'Empire romain, les gardes du corps de l'empereur, on l'a vu, eh ben, au cours de ce 5e, 6e siècle, se trouve être plutôt une sorte de troupe d'apparat. Elle a plus de prestige que le nom, et on est loin de son efficacité de ses ancêtres des 4e siècle. Du coup, la Scolae se fait purement et simplement détruire par les troupes Huns devant Constantinople, et cette fois Justinien le sait, il n'a plus aucun recours pour défendre la ville, à part la conscription, et peut-être trouver un général à poil compétent. Et dans le lot, eh ben y en a un, même s'il rechigne à l'appeler. C'est Bélisaire. Je suis flatté que vous m'ayez fait confiance, sire. Moi, je vous ai fait confiance? Quand ça? Bah là, puisque je vous seconde. Ça fait 50 fois que je vous le dis. Quand je vous demande un truc, c'est qu'il n'y a personne d'autre. Là, je suis désolé, tout le monde s'est barré. Même si je suis le dernier, vous pourriez avoir quand même confiance. Bah, je pourrais, oui. Mais non. Bélisaire prend alors les choses en main tout de suite. L'ancien chef de guerre qu'il est n'est pas du tout rouillé et fait réunir dans un premier temps tous les vétérans qu'il trouve à Constantinople afin de constituer sa première force de frappe, sa force fétiche, ses bucellaires et sa cavalerie lourde. Il met ainsi tous les hommes les plus expérimentés au sein d'un seul corps et réunit comme ça pas loin de 300 gonzes. Bon, sur le papier, ces 300 sont quand même composés en majorité de retraités, de blessés, d'handicapés et de vétérans qui sont là depuis une semaine ou deux de vacances en revenant du front perse. Bref, on est loin de l'élite des troupes byzantines. En plus de ça, pour faire des bucellaires, il lui faut des chevaux, et Bélisaire, eh ben il en trouve que très peu. Mais Bélisaire, à cette époque, il en a plus rien à foutre. Il a une 60aine d'années, il est en disgrâce, il va probablement à une mort certaine, et il sait que le mieux qu'il peut espérer si jamais il est victorieux, c'est une poignée de main de la part de l'empereur avant de retourner en Zonzon. Du coup, quand il voit qu'il a besoin de chevaux, il sait où en trouver. Parce que, à Constantinople, les chevaux, c'est pas ça qui manque, mais personne n'ose les toucher. Vous vous rappelez peut-être la révolte de Nika, et Bélisaire a lui aussi. Constantinople, c'est un peu mondialement connu pour ses courses de chars et son hippodrome. Bélisaire va alors là-bas,
récupérer tous les chevaux qu'il trouve afin de constituer sa force armée. Dans le même temps, il va aussi passer par le palais impérial, histoire peut-être de mettre une petite douille à Justinien, et récupérer tous les chevaux des riches propriétaires, des magistrats, et même si on en croit Procope, ceux issus des propres écuries de Justinien, afin de constituer comme ça sa force de cavalerie. Bon, par contre, si sur le papier comme ça semble assez marrant, et même pourquoi pas une bonne idée, dans les faits, ben ça reste à débattre. Je sais pas si ça vous intéresse, on pourrait faire ce genre de vidéo un jour peut-être sur le cheval de guerre au Moyen-Âge, mais suffit pas de coller à un filet une selle et des étriers à papillons pour qu'il puisse faire des charges de cavalerie et des joutes contre des adversaires. C'est même plutôt une mauvaise idée, c'est un coup à se blesser, cette affaire-là. Toujours est-il que pour Bélisaire, cette fois, le problème est maintenant inverse. Il a pas mal de chevaux, mais plus assez de cavaliers. Ses 300 vétérans ne sont pas assez nombreux. Il va alors demander des volontaires, et parmi la population locale, nombreux vont se porter présents. Parce que Bélisaire leur promet une gloire certaine, des richesses, et même potentiellement le fait de pouvoir garder le bourrin si jamais tu survis à la bataille. Et ça, quand t'es prolo, pouvoir garder un cheval de l'hippodrome ou un cheval de bourge plutôt bien entretenu, de pure race, et bah c'est tentant. Du coup, t'as plein de paysans qui viennent pour venir aider Bélisaire. Même si dans les faits, beaucoup n'ont jamais tenu un glaive de leur vie, ni même, il faut bien le dire, ne serait-ce que monter sur un cheval. C'est équipé, elle commence à promettre. Tous les cavaliers en tête de colonne! C'est moi! Allez hop, je suis un cavalier! À la charge! Alors forcément, quand les propriétaires des chevaux écoutent ça, eh ben ils sont moyen chauds de céder leur bourrin. Déjà que ce dernier a une chance de mourir à la guerre, en plus de ça, ça se trouve, tu vas même pas le récupérer après la bataille. Et comme par magie, eh ben tous ces riches propriétaires, ces dirigeants d'équipes de riges, vont trouver des cavaliers, des jockeys, des grooms, histoire de monter les chevaux et bien s'assurer que s'ils survivent, ils vont les ramener à la maison. C'était peut-être là l'action principale de Bélisaire, tenter encore une fois un bon coup de bluff, histoire de récupérer des cavaliers un poil compétents. Toujours est-il que Bélisaire a maintenant une armée assez hétéroclite, composée de vétérans, de retraités, d'handicapés, de mecs blessés, de jockeys, de riges, de grooms, et de personnes qui ne sont jamais montées à cheval. Bref, cette charge de cavalerie, ça risque d'être quelque chose. Encore une fois, l'armée byzantine, elle a pris du plomb dans l'aile sous Bélisaire. Elle a fière allure, cette armée! Bélisaire a donc maintenant sa troupe, mais il va lui falloir une doctrine d'emploi. Il le sait, son armée est hétéroclite, et en champ ouvert contre les Huns, eh ben, ça va être une véritable débâcle. Déjà, parce qu'ils ne sont que quelques centaines contre 7000 cavaliers, niveau mathématique, c'est pas très bon, mais surtout, si jamais vous avez raté vos cours d'histoire, je vous le rappelle, mais les Huns, eh ben, le cheval, c'est plutôt leur truc. Ils sont connus pour être montés à cheval avant d'avoir appris à marcher, pour être les meilleurs cavaliers du monde à cette époque, que ce soit en termes de combat, ou même en termes d'équitation brute, et bref, affronter les Huns à terrain découvert avec 300 gonzes qui n'ont même pas leur galop 1, c'est pas la bonne idée. Mais Bélisaire a encore une arme à sa disposition, c'est sa ruse. Il le sait, les Huns ne sont pas trop au courant de ce qui se passe derrière les murs de Constantinople. Ils savent que les Romains doivent constituer une armée un peu à la hâte, mais ne sauront rien sur la quantité et la qualité des troupes. Et il va jouer de ça. Les Huns ne s'attendent pas à ce que Bélisaire attaque, et c'est exactement ce qu'il va faire. Il va faire sortir son armée à la faveur de la nuit, pour aller se cacher dans les bois, à proximité du camp 1, histoire de menacer ces derniers, sans se faire voir. Du coup, quand Zabergan apprend la nouvelle, eh ben il la redoute, cette armée romaine. Et a raison, il ne sait pas de quoi elle est constituée, ça peut très bien être 10 000 paysans, comme 2000 bucellaires armés jusqu'aux dents. Du coup, il va préparer une expédition d'environ 2000 cavaliers de sa propre armée, à la fin de rechercher et de trouver cette armée conduite par ce général mystérieux. Cette troupe va alors s'avancer et tomber dans le piège de Bélisaire. En effet, Bélisaire, qui avait étudié le terrain, avait trouvé des bois à proximité du camp 1, et va s'installer là-bas. Il divise alors son armée en deux, ses 300 vétérans et les hommes les plus aguerris, avec les chevaux les plus aguerris également, c'est important à prendre en compte, vont devoir attaquer sur tous les flancs, les troupes 1 approchant dans les bois. Pendant que les autres, les plus novices, les moins aguerris, les plus blessés et les chevaux les moins aptes au combat, devront se retrancher dans les bois, se dispatcher et faire un maximum de bruit et soulever le plus de poussière possible afin de faire croire l'arrivée de renforts imminents dans les bois sans que les Huns puissent les voir. Étonnamment, ce plan de Bélisaire va plutôt bien marcher. Quand les 2001 rentrent dans les bois, les 300 cavaliers chargent de tous côtés. Et le fait que ce soit des troupes d'amateurs en grosse majorité, que ce soit cavaliers comme chevaux, va aider les Romains. Agathias, notre source principale pour ce combat, précise en effet un tumulte effroyable,
Du bruit, de la poussière, des chevaux non habitués qui paniquent, qui se cabrent, des charges de tous côtés, aucune ligne de front, des cris, du sang et des larmes, la surprise est totale, les montures 1 entrent en panique, et les cavaliers nomades, surpris, incapables de réagir, ne sachant pas combien de troupes ils doivent affronter, entrent en déroute afin de prévenir Zabergan le plus vite possible. La victoire est alors romaine, et Agathias rapporte environ 400 pertes chez les Huns, réalisées par les 300 bras cassés de Bélisaire. Et c'est avec cette étonnante victoire que s'arrête la carrière militaire de Bélisaire. En effet, quand Zabergan voit ses troupes revenir au camp, complètement paniquées et précisant l'arrivée de renforts imminents romains dans les bois, ce dernier décide alors de mettre son armée en branle pour marcher contre les Romains. Mais dans le même temps, il apprend que Justinien a fait construire une flotte et s'apprête à bloquer le Danube pour empêcher tout renfort. S'imaginant pris entre le marteau et l'enclume, entre d'un côté au nord la flotte romaine l'empêchant de traverser le Danube et au sud une armée romaine marchant sur ses arrières, Zabergan décide de la jouer safe et de rentrer à la maison afin d'éviter de perdre tout conflit. Les troupes 1 rentrent chez elles et Bélisaire, grâce à ce gros coup de poker, a une nouvelle fois et pour la dernière fois sauvé les miches de l'Empire romain et de Justinien. N'en déplaise à ses détracteurs. C'est sûrement le meilleur pirate que j'ai jamais vu. Il semblerait en effet. C'est pas pour autant que ça va si bien finir que ça pour Bélisaire. En effet, on pourrait se dire qu'il pourrait retomber en disgrâce ou pourrait avoir des vacances forcées à l'est de l'Empire, mais finalement, Justinien n'en a pas fini avec lui. En effet, en 562, les citoyens romains, lassés par toutes ces années de guerre, ces impôts, ces séismes, ces maladies, cette peste, vont décider de mettre un complot pour renverser Justinien. Justinien va la prendre à temps, faire arrêter les 4 conjurés principaux à l'origine de ce complot, et sous la torture, ces derniers vont donner des noms, afin que Justinien puisse se venger. Et la surprise de tous, Bélisaire va en faire partie. Sans qu'on sache, aujourd'hui encore, si Bélisaire faisait véritablement partie de ces conjurés. Ça pourrait être l'un des conjurés qui se venge du général romain par pure jalousie, ou même Justinien qui, justement en fin de vie, convaincu par le fait que Bélisaire veuille le trahir, et pousser les conjurés à dire son nom sous la torture afin que ce dernier puisse être libéré de la douleur. Bref, Bélisaire tombe alors en disgrâce pour de bon. Cette fois, on n'aura plus de nouvelles sur sa fin de vie, certains vont même jusqu'à le décrire comme étant mendiant dans les rues de Constantinople. Du coup, alors qu'on arrive en 563 et que l'Empire est à son apogée, l'empereur Justinien a rempli en partie son objectif. L'Empire est presque rétabli. La rénovation est presque complète, seul manque à l'appel les provinces d'Hispanie, de Gaule et de Bretagne. Sur le papier, seul Constantin au IVe siècle pourrait se targuer d'avoir fait mieux, même si le contexte était complètement différent. Alors bien sûr, les plus jeunes vont me dire « Eh bien, on n'y est encore pas arrivé ?» C'est pas loin, hein? Faites mieux. Merci. Alors la suite, pour l'Empire, vous la connaissez. Il va perdurer pendant encore un peu plus de 900 ans. Mais pour Justinien, c'est bien là la fin. Alors qu'il est âgé de 83 ans et qu'il est parti en pèlerinage en Galatie, dans la nuit du 14 au 15 novembre 565, l'empereur va s'éteindre et va se faire inhumer aux côtés de sa femme qui l'attend à l'église des Saints-Apôtres depuis 548. Quand il disparaît, l'objectif de Justinien est alors rempli en grosse partie. L'Empire est presque entièrement rétabli, mais à la surprise de tous, Justinien n'avait pas prévu l'après. Il n'a nommé aucun successeur pour son œuvre, il a simplement laissé la consigne de continuer et de terminer cette restauration impériale. L'Empire a alors 2 héritiers potentiels, le neveu de Justinien et son cousin, tous deux nommés Justin. Ainsi, pour éviter toute guerre civile, les 2 hommes vont se mettre d'accord. Justin, le neveu, va hériter de l'Empire et se faire proclamer empereur, comme étant Justin II, et Justin, le cousin, va seconder ce dernier du mieux possible pour les quelques mois ou années à venir. Car histoire byzantine oblige, Justin II va faire accuser de complot et de trahison Justin le cousin, avant de le faire exécuter. Et la suite, vous vous en doutez, c'est l'histoire byzantine. À la prochaine fois. Le bisou.